Pascal Perry. Heureux d'accueillir un entrepreneur, déjà ancien, si vous me permettez la formule. Vous dirigez le groupe Aventers et un mouvement que je qualifierais de mouvement politique, Objectif France. Nous allons évoquer ensemble l'actualité. Je vous avais demandé de venir pour parler de la 5G, parce que vous êtes très impliqué dans l'activité digitale, mais nous avons aujourd'hui un immense dossier industriel qui se présente à nous. Une usine de moins dans le Nord, à ce stade en tout cas. Ma conviction, c'est que l'histoire n'est pas tout à fait écrite encore, elle n'est pas terminée. Bridgestone, le fabricant japonais de pneumatiques, ferme son usine de Béthune, 863 salariés. La crise du pneumatique dans les Hauts-de-France, elle remonte à une dizaine d'années. Vous vous rappelez de Continental, dans le département de l'Oise, de Goodyear à Amiens. Au total, c'était déjà plus de 2000 emplois supprimés. Alors, cette entreprise, Bridgestone, a connu des revers de fortune, on va dire les choses comme ça. En tout cas, une baisse de son activité au cours des 10 dernières années. La production a baissé de 37% et ses effectifs ont chuté de 40%. Et qu'il y a une sorte de symétrie entre ces deux indicateurs. Le groupe, qui est un groupe japonais, évoque des surcapacités de production. Il arbitre. Ce sera l'occasion pour nous, Rafik Smati, de parler de la compétitivité de la France. Pourquoi est-ce que nous ne gardons pas nos entreprises? Il y a une ambition aujourd'hui qui est celle de la relocalisation. Mais avant de relocaliser des activités, il faut au moins garder celles que nous avons. Ça en fait partie dans une région qui a été une grande région industrielle, qui a besoin de conserver ses fleurons industriels. Alors beaucoup de mesures de pré-retraite, mais aussi des licenciements secs, il ne faut pas se le cacher, dans un bassin d'emploi qui a déjà été très éprouvé. Douche froide ce matin donc à Béthune, où s'est rendu Cédric Pueyo. Évoque une querelle avec les usines sœurs. Ce sont les autres usines de la marque. Et puis, ils évoquent aussi la croissance exponentielle de l'industrie du pneumatique en Chine. Regardez d'ailleurs ces éléments. L'évolution des parts de marché, c'est vrai que c'est très significatif sur le marché du pneumatique. La part chinoise est passée de 6 à 25%. Vous défendez l'idée, comme je la défends d'ailleurs, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut continuer à produire en France. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, à votre avis? Qu'est-ce qui doit être fait dans les semaines ou les mois qui viennent pour revenir sur la décision de la direction de Bridgestone? Je crois que nous avons un devoir de vérité vis-à-vis de vos téléspectateurs. Aucun sujet, et je vois tous les syndicalistes qui s'expriment et les salariés de Bridgestone qui traversent une situation extrêmement difficile, mais il n'y a pas de baguette magique. La seule baguette magique, si je puis dire, qui existe, c'est celle d'une réforme substantielle de la manière dont fonctionne notre pays, qui ferait en sorte que les Bridgestone, mais toutes les entreprises de France et toutes les usines de France, puissent se trouver en situation de compétitivité dans la bataille de la mondialisation. Je voudrais quand même rappeler quelque chose de simple. Il y a en France 2 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Italie, 3 fois moins qu'en Allemagne. La France... Les ETI, c'est ce qu'il y a entre les grosses PME bien sûr, et les grands groupes internationaux. Mais évidemment, parce qu'en France, on est très bon pour créer des entreprises. D'ailleurs, on est le pays du monde dans lequel nous créons le plus d'entreprises, plus que les États-Unis. Et on a des multinationales qu'on a réussi à placer dans le top 5 de tous les secteurs. En revanche, nous avons un vrai problème, un maillon faible d'entreprises de taille intermédiaire, parce qu'il est facile de créer une boîte en France, mais il est très difficile de la faire développer. Et donc, on exporte beaucoup moins. On a 60 milliards de déficit de la balance commerciale. Les Italiens et les Allemands ne s'en plaignent pas. Et donc, on ne peut pas traiter le sujet autrement que par ce bout-là. Et on en arrive à la mère de toutes les batailles, qui est la réforme de l'appareil d'État, la réforme de l'État, de ce plat de spaghettis administratifs qui s'enchevêtre et qui coûte une fortune aux contribuables et donc aux entreprises, et qui les empêche de se développer. Et vous dites là, c'est une affaire fiscale, c'est une affaire d'organisation, trop de normes de production, trop de formalisme. Pascal Perry. Les deux. Pascal Perry, 62% de la richesse nationale est absorbée par la cette année, oui. C'est cette année. Quand oui. l'Union soviétique s'est effondrée, elle était à ce seuil-là. Donc, à un moment donné, il y a des limites dans lesquelles on ne peut pas aller. Il faut que l'État puisse intervenir dans la société, c'est son rôle. Il doit investir dans ses missions régaliennes, la sécurité, la justice, l'avenir, l'éducation, mais il ne peut pas être partout. Quand 62% de la richesse est absorbée par un appareil d'État votripotent qui ne remplit plus ses missions régaliennes, eh bien, on va dans le mur. Et ce que nous voyons ici avec Bridgestone, mais ce qu'on voit partout sur nos territoires, dans toutes nos entreprises, dans toutes les usines, c'est la caractéristique de cet État défaillant qui ne remplit plus sa mission et qui, justement, considère les entreprises comme les variables d'ajustement et donc les salariés. Alors, nous sommes avec le maire de Béthune, Olivier Gacquer. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes en direct de votre mairie à Béthune. Vous êtes sur le terrain. Vous êtes président de la communauté d'agglomération
Béthune-Bruay. J'ai compris, vous avez peut-être entendu le reportage de Cédric Pueyo que nous avons diffusé. Il y a des salariés qui disent en substance cette entreprise, elle a été aidée. Est-ce que vous, le maire, président d'agglomération, vous l'avez aidé? Est-ce que la région l'a aidé? Est-ce que l'État l'a aidé? Si je pose la question plus simplement, est-ce qu'elle a perçu des subventions? Oui, puis elle a perçu aussi le CICE. Donc, il y a eu des accompagnements ponctuels sur cette usine, notamment en 2008, pour l'aider à se moderniser et à travailler justement sur l'outil de production. Très bien, mais tout le monde a perçu le CICE. Est-ce que l'État, est-ce que la région, ou vous-même, avez consenti un effort particulier pour la maintenir sur place? C'était en 2008. Il y a donc déjà eu des investissements de réaliser pour changer de production, notamment aller sur un produit à forte valeur ajoutée. Mais cette chaîne de production nouvelle n'a pas été suivie d'effet, puisqu'on est revenu notamment sur la production de petite taille. Alors ça a été un investissement, on va dire certes modéré en montant par rapport à ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui pour complètement moderniser l'usine. Et il y a eu, en tout cas, de l'argent public à l'époque, effectivement, d'investissement. Est-ce que, selon vous, c'est ce que j'ai compris en écoutant le témoignage des salariés de l'entreprise, est-ce que le coup a été prémédité? Parce que ce qui frappe aujourd'hui, c'est la brutalité. C'est annoncé de façon très sèche, très directe, plus de 860 suppressions d'emplois. Mais est-ce qu'à votre avis, il y a préméditation du groupe? Alors, bon. Ah, il est revenu. Oui, vous êtes revenu à l'antenne, vous avez perdu, voilà. On sort d'une réunion avec les organisations syndicales justement pour évoquer tout ça. Dire que finalement, pour préméditer, en tout cas, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, en tout cas, la trajectoire, elle a été lisible. Quand on remet tous les morceaux du puzzle aujourd'hui, je pense que depuis 2-3 ans, il y a une stratégie d'assèchement du site, très clairement parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de moderniser, de changer de produit, alors qu'on avait bien identifié les difficultés. Alors, monsieur Decker, pardon, je suis désolé, mais la liaison est de mauvaise qualité. Je vais quand même résumer ce que vous dites, si je l'ai bien compris. C'est que depuis 2-3 ans, cette entreprise est l'objet d'un assèchement. Il y a probablement des volumes de production qui sont transférés à d'autres usines. Le choix stratégique est peut-être aussi contestable. On a consacré des productions à haute valeur ajoutée à Béthune, et puis finalement, Béthune a glissé progressivement vers le tout venant de la production industrielle, sur lequel, à l'évidence, les Chinois auront toujours des coûts de production qui sont inférieurs aux nôtres, à Fixmati. Contre ça, on ne peut rien. Donc ça appelle quand même, ce que nous dit Monsieur le maire, ça appelle quand même une réflexion. C'est qu'on peut produire en France, mais on ne peut pas produire n'importe quoi. Il y a, en effet, et c'est ce qui fait aussi la valeur de la France, cette idée de monter en gamme. On ne fera jamais du t-shirt à 2 €. Oui. On va laisser ce marché-là aux Chinois et aux Indiens, et ils le feront très bien. Mais la France, ce n'est pas que le t-shirt à 2 €, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi une créativité, c'est aussi une excellence. Et nous devons pousser autant que possible et au maximum cette capacité de sublimation que peut avoir notre pays, qui a toujours été chef de file des révolutions industrielles. Et il est possible de réinventer le pneu. Je ne sais pas comment, je ne suis pas un spécialiste du pneu, mais il est possible de réinventer le pneu. Où est la liaison avec le politique? Ce que je veux comprendre, c'est votre réponse sur ce terrain. J'ai l'impression, moi, que le politique il est impuissant. La politique de Bridgestone, elle est définie par son conseil d'administration. L'État n'en est pas actionnaire. Évidemment, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, dans toutes les entreprises où l'État est actionnaire, il faillit dans son rôle d'actionnaire, ce qui montre bien que l'État est probablement l'un des pires actionnaires qui soit dans le paysage économique. On est aujourd'hui dans une bataille de la mondialisation. Il y a des possibilités de faire bouger les lignes. Je vais vous en donner une, la TVA. Aujourd'hui, notre modèle social est supporté par le travail. Oui. Il se trouve qu'en parallèle, la France est le premier pays touristique du monde. On a quasiment 100 millions de touristes qui viennent, hors Covid évidemment, tous les ans sur notre territoire. En faisant porter notre modèle de société sur la TVA et non pas sur le travail, sur la consommation et non pas sur le travail, vous créez un effet mécanique de baisse des prix, de gains de productivité pour nos entreprises qui peuvent exporter davantage, parce que quand on exporte, on vend hors taxe, pas TTC. Et donc, c'est une mécanique vertueuse que l'on peut mettre en place. Mais pour aller vers ça... Tant que le travail supportera le modèle social français, c'est ce que vous dites, nous resterons en dehors des clous en termes de compétitivité. Mais c'est pire que ça, c'est mort, Pascal Perry.
avec la robotisation qui avance, qui est une chose fantastique, parce que tous les pays qui sont robotisés sont des pays où il n'y a pas de chômage. Alors, ils sont au plein emploi. Ils sont au plein emploi. On pourra de moins en moins supporter notre modèle social généreux, et c'est très bien qu'il soit comme tel. Et avec les nouveaux enjeux qui sont notamment les enjeux de la dépendance, du handicap, etc., on ne pourra pas faire peser ça que sur le travail. C'est pas possible. Donc il faut un changement de paradigme. Mais qui dit changement de paradigme, Pascal Perry, dit courage politique. Et pour faire cette migration, ce switch, si je puis dire, du travail vers la consommation, eh bien, il faut être capable de l'expliquer à l'opinion publique. Je le partage tout à fait, mais je sais combien ces questions de pouvoir d'achat sont sensibles. La politique française, depuis maintenant 25 ans, est orientée vers le consommateur. Et nous avons oublié que le consommateur est aussi très souvent un salarié. Et donc, on fait payer... Dans la même personne, on fait payer le salarié en favorisant le consommateur, ce qui conduit, je vous le concède, au chaos. Alors, que disent les politiques? Écoutez, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, alors lui, il est extrêmement direct, il dit, voilà, on a affaire à des menteurs et à des cyniques. Mais le plan tel qu'il est proposé, c'est inacceptable, mais enfin bon, on a affaire à des menteurs, on a affaire à des cyniques. Je vous donnerai des éléments tout à l'heure plus précis. Toutes les propositions qu'on leur a faites, ils ont dit non. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient en tête depuis longtemps. Bon, encore une fois, même en étant avec une colère froide, notre rôle, c'est pas seulement d'être en colère, c'est de trouver des solutions. Donc on va voir avec eux si on est d'accord sur le scénario. Bien, on va refaire une tentative technique. Vous voyez qu'on aura besoin de la 5G avec le maire de Béthune, président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay. Merci d'être resté avec nous, Olivier Gacquer. J'espère qu'on vous entendra dans de meilleures conditions. Je rebondis sur ce que dit Xavier Bertrand là. Et je vous pose la question très directement, comme je l'ai posée tout à l'heure à Rafik Smati. Est-ce que les politiques ne sont pas impuissants? Ou si je pose la question différemment, que pouvez-vous faire? Le problème, c'est que le monde d'avant est mort. Et celui qui est proposé... avec votre intervenant, c'est l'ultralibéralisme. La mondialisation à tout va. Je pense qu'entre le dirigisme et effectivement l'ultralibéralisme, il y a aussi des modèles hybrides où l'État peut aider à moderniser la chaîne de production et du coup à maîtriser des coûts de production et à permettre le maintien sur site d'une certaine production. On sait très bien que même si on intervient sur un projet industriel et qu'on met de l'argent public à côté de l'argent privé, il faudra diminuer en nombre d'effectifs. On n'est pas naïf, les syndicats le savent bien. Et donc, entre tout fermer et ne rien laisser ou vendre du rêve, je pense que entre les deux, il y a effectivement un juste milieu, c'est aux politiques d'agir, me semble-t-il. Monsieur Gacquer, on a vu passer tout à l'heure un tweet d'Elisabeth Borne qui gère ce dossier avec Agnès Pannier, qui appelle les dirigeants de Bridgestone à se saisir du plan de relance. C'est vrai qu'il y a dans le plan de relance aujourd'hui des leviers pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Mais bon, si j'ai bien compris, vous me dites, vous, que la direction de Bridgestone, elle a fait une croix sur ce site en réorientant des productions à faible valeur ajoutée. Enfin, elle a provoqué la mort du petit cheval, quoi. Elle a refusé depuis 3 ans nos discussions et nos attendus. Ouais. Avec les services de l'État, avec la région, avec les syndicats, on a proposé de réfléchir ensemble sur un nouveau projet industriel. Ils n'ont jamais répondu favorablement à la chose. Et aujourd'hui, brutalement, et avec humiliation, je pourrais presque dire, on apprend la fermeture. Pourquoi humiliation? Parce que pendant que le directeur du site annonçait des choses aux partenaires sociaux, eh bien, vous, les médias, aviez déjà la dépêche qui arrivait dans vos boîtes lettres, dans vos boîtes mail. C'est pas normal. Bien, merci beaucoup Olivier Gacquer. Je pense bien sûr aux 860 salariés. Je pense qu'une solution pourrait être trouvée. Alors, c'est une tonalité un peu différente, on va l'écouter ensemble. Gabriel Attal, vous savez que c'était Conseil des ministres aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a pris la parole et c'est un peu le même discours qu'Elisabeth Borne. Il dit à Bridgestone, saisissez-vous du plan de relance. C'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond, et une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone en aidant l'usine depuis des années. Bridgestone doit aujourd'hui assumer ses responsabilités plutôt que de chercher des prétextes. Notre seule priorité, c'est la sauvegarde de l'emploi et l'accompagnement des salariés. Nous allons donc réunir dans les prochains jours les représentants du personnel et les élus du territoire. Nous allons exiger de Bridgestone de faire son travail et de mener une étude approfondie des scénarios alternatifs de fermeture de l'usine, compte tenu des moyens qui sont mis en place dans le plan de relance. Alors, oui, Rafik Smati, oui.
un porte-parole du gouvernement qui se permet de dire nous allons exiger de Bridgestone le jeu. C'est pas réaliste. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est de la démagogie pure. Non, mais c'est pas réaliste. Je me limiterai à ça en disant. Bon, il peut agiter ses bras, il peut parler fort. Le conseil d'administration de Bridgestone, il n'est pas sensible à ce type d'argument. Il faut autre chose. Absolument. Il faut autre chose sur la table, quoi. Il faut être compétitif. Et ce que je vais vous dire, c'est que j'ai évidemment énormément de compassion pour tous les salariés de Bridgestone qui vont traverser des moments extrêmement difficiles. Et je me mets à leur place. La manière dont ils l'ont appris est quelque chose qui est absolument poignant. Et je me mets à la place du maire, qui a tenu d'ailleurs des propos assez extrémistes, ultra-libéralisme, etc. Mais je comprends sa colère. Non, mais je comprends sa colère, parce qu'il encaisse ça, et c'est ses administrés. Soit dit en passant, dans les pays dits ultralibéraux, comme aux États-Unis, ça ne serait pas passé comme ça. Parce que d'abord, ce serait passé par le bureau ovale de la Maison-Blanche, et quand les Américains donnent des directives aux entreprises américaines, elles sont suivies. Oui, pour une raison très simple, c'est que l'État américain sait intervenir et sait faire confiance aux entrepreneurs. Et c'est ça qui est important. Et en particulier pour les filières stratégiques. Ce que vous pouvez observer d'ailleurs dans le marché de la conquête spatiale aux États-Unis est l'exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous avez une vision stratégique qui est impulsée par le politique et donc la NASA. Et vous avez ensuite des acteurs privés, Elon Musk par exemple, ou Jeff Bezos, qui prennent en charge l'implémentation opérationnelle des projets. C'est comme ça qu'il faut bosser. Je reviens à votre réflexion de départ. Bon, écoutez Gabriel Attal, on a quand même l'impression, et c'est une impression qui est très désagréable. Pourquoi elle est d'autant plus désagréable aujourd'hui? C'est qu'il s'est passé quelque chose en France quand même. On a vécu le confinement, on sort du confinement affaibli, on a des politiques publiques qu'on nous présente comme rénovées. Le plan de relance, au fond, c'est ça. C'est l'État un peu plus stratège et un peu moins gestionnaire. Et on a le sentiment aujourd'hui que on décide dans les conseils d'administration, ce qui est normal, mais qu'on nous confie, nous, les charges de la rééducation. La rééducation du malade, c'est quoi? Ça va être de financer du chômage partiel, de la formation, trouver des jobs dans une région où il n'y en a plus. Enfin, c'est la mission impossible. Il faut comprendre une chose, Pascal Perry, c'est que nous vivons une période de transition économique. Je sais que vous êtes très attaché à l'idée de destruction créatrice. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train de passer d'un état à un autre. Les industries sont en train de changer de nature. Et donc, on ne peut pas, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, d'un côté, se tirer une balle dans le pied quand on parle de 5G, et d'un autre côté, se plaindre que des entreprises qui appartiennent à des filières plus traditionnelles sont aujourd'hui en situation extrêmement difficile. Enfin, à un moment donné, miser sur ce qui est capable de faire la France, miser sur l'innovation, miser sur la technologie, implique un véritable changement de paradigme qui est à l'antithèse de toutes les postures électoralistes ou démagogiques qui consistent à faire croire que l'État va pouvoir intervenir partout, et y compris là où il n'a pas de marge de manœuvre. Personne n'y croit plus. Personne n'y croit plus, mais manifestement, quand j'entends Gabriel Attal tout à l'heure, à l'issue du Conseil des ministres, manifestement, il considère encore qu'il y a une main invisible de l'État qui est capable d'imposer ses visions aux acteurs privés. Ça ne marche pas comme ça. Elle est très visible, la main de l'État. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 63%. 63% de perception sur la richesse créée. Dominique Bousquenot, délégué CFDT, est avec nous. Vous êtes délégué pour la Fédération Chimie Énergie. Qu'est-ce qu'on fabriquait exactement dans cette entreprise? On a besoin de comprendre exactement ce qui se passe. On a compris, mais je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin avec vous, que la production à valeur ajoutée a été fléchée vers d'autres unités de production. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'est bien le cas, mais ce qui se passe aujourd'hui est totalement inacceptable. Je ne peux que m'associer à la colère des salariés, des familles qui sont concernées sur ce bassin d'emploi, puisque là, les salariés payent une décision de fermeture qui est organisée et certainement accélérée aujourd'hui avec la crise Covid. On fabrique aujourd'hui à l'usine de Béthune des pneus de 13 ou 14 pouces qui correspondent à des voitures qui n'existent plus aujourd'hui, puisque maintenant les voitures ont au minima des pneus de 17 pouces, donc il n'y a pas de débouché et on n'a pas investi volontairement sur le site de Béthune, ce qui fait qu'aujourd'hui la fermeture s'organise. Donc quand on veut la mort de son chien, c'est ça, on dit qu'il a la rage en substance. Est-ce qu'il y a malgré tout, selon vous, syndicalistes, un problème de compétitivité dans cette entreprise, dans cette usine en particulier? Et la compétitivité, elle passe aussi par des moyens de production qui doivent être modernes. On n'a pas eu ces investissements qui ont été faits sur le site. On a fait 10 fois plus d'investissements en Pologne que sur le site de Béthune. Comment voulez-vous que dans ces conditions, on arrive à être compétitif? Je pense que là, il y a une question, il y a des moyens à mettre. Si on veut vraiment relancer cette usine de Béthune, il faut le faire, il faut trouver des solutions, et ça passe par des investissements importants. Il y a bien sûr la question
de compétitivité. Je sais beaucoup de choses dans votre émission, des choses que je partage et d'autres pas. Peut-être qu'il y a une réforme fiscale globale qu'il faudrait réfléchir et sur laquelle on peut travailler à la fois au niveau européen et au niveau français. Mais face à la situation aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble des acteurs, y compris les pouvoirs politiques, la région, les organisations syndicales, se mettent autour de la table avec la direction pour trouver des solutions pour maintenir. Est-ce que, précisément, Monsieur Bousquenot, dernière question, est-ce que les représentants de la CFDT dans l'usine, là, sont en contact avec la direction? Si je pose la question différemment, est-ce qu'il n'y a plus de dialogue ou est-ce qu'il y a encore une possibilité de négocier, de maintenir un outil de production sur place? Écoutez, je ne les ai pas eus depuis. Ils étaient en réunion aujourd'hui. Il y a une suspension dans les négociations, enfin dans les informations aujourd'hui. Ça doit reprendre. Il faut tout faire. Et là, je pense que la place de l'État et de l'ensemble de tous ceux qui peuvent intervenir aujourd'hui, pour qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve des solutions pour maintenir l'activité à Béthune. C'est incontournable. Bien, merci beaucoup Dominique Busquenot, secrétaire général de la CFDT des métaux. Il y aura d'autres annonces comme celle-là, Rafik Smati. Je ne dis pas qu'on va s'y habituer, mais je crois qu'il y a des entreprises qui, en effet, vont nous annoncer dans les semaines et les mois qui viennent des plans sociaux. Ça ne veut pas dire, parce que je veux aussi donner un message positif, ça ne veut pas dire qu'on est foutu pour autant, on est fichu, si vous voulez. Ça veut dire qu'on peut prendre des mesures, y compris des mesures d'urgence. Vous appelez l'État à se réformer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a déjà des mesures du champ de bataille, là, qu'on peut prendre pour éviter la multiplication de ces plans. Vous savez, j'entendais tout à l'heure le maire de Béthune, quand je parlais de réforme de l'État, etc., il a immédiatement associé le terme ultralibéral. Moi, dans mon quotidien, Pascal Perry, vous le savez, je suis chef d'entreprise, je suis patron de PME. Donc les contingences des entrepreneurs, les contraintes du carnet de commandes, c'est mon quotidien et je les vis. Et je peux vous confirmer que la situation est aujourd'hui extrêmement tendue. Et que vous allez avoir dans les semaines, dans les mois qui viennent, une vague de faillite dans notre pays, et probablement au printemps. Et cela va engendrer du chômage de masse. J'estime à environ 2 millions de chômeurs de plus à l'issue de la sortie du Covid qu'avant. C'est considérable. C'est considérable. Probablement au printemps 2021 à plus de 11% de chômeurs. C'est considérable. Non, mais il faut se le dire. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est protéger les chômeurs pendant cette période, éventuellement les requalifier, mais simultanément. Et ce que je veux vous dire, c'est que le temps joue un rôle essentiel en économie, vous le savez comme moi. Il ne faut pas que l'État attende l'année prochaine pour réformer ce qu'il doit l'être aujourd'hui. C'est possible de le faire, il faut le faire dès maintenant. Et une partie a été faite du reste, Pascal Perry. La réduction de l'impôt sur des impôts de production, des impôts de production de 10 milliards, probablement 20 milliards à l'issue du quinquennat. Nous, on considère qu'il faut aller jusqu'à 37 milliards, mais clairement, la voie à prendre est la bonne. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des impôts, l'une des contraintes qui fait que nos PME ont du mal à se muer en entreprise de taille intermédiaire. Donc il y a évidemment un certain nombre d'actions à prendre, mais tout cela ne fonctionnera pas et ne marchera pas tant que l'on ne s'attaque pas à la mère des batailles, qui est cet enchevêtrement de couches qui fait que l'État, Léviathan, absorbe 62% de nos richesses. Vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens, il est impossible, dans un État qui absorbe 62% de la richesse nationale, il est impossible de créer une économie offensive, conquérante, qui soit au rendez-vous des grandes batailles de demain et d'aujourd'hui. Vous voyez un lien là entre ce qui se passe aujourd'hui et le sujet qu'on fait aborder tous les deux, la question de la 5G, c'est au fond la question de l'investissement. Moi, j'ai compris du dossier. Je le découvre en même temps que vous, là. Hein. Vous savez, c'est un dossier qui a moins de 24 heures. Ce que je découvre, c'est que l'investissement, c'est le cœur de la stratégie des entreprises. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les salariés? Qu'est-ce qu'il nous dit le maire de Béthune? Que nous dit, là, le représentant de la CFDT? Que cette usine, en particulier dans ce groupe, a souffert d'un défaut d'investissement. Si on ne met pas de l'argent dans le tissu productif, si on ne modernise pas les entreprises, et ça, c'est le capital qui le fait, il y a le travail d'un côté, mais il y a le capital de l'autre, eh ben on ne s'en sortira pas parce que le monde monte en gamme en réalité. Et il faut suivre cette montée en gamme, il faut peut-être même essayer de la devancer. Absolument. Et puis, si en France, le coût horaire du travail vous coûte 30 ou 40% plus cher, je ne veux même pas parler de la Chine ou de la Pologne, etc., mais je veux parler de l'Allemagne ou de l'Italie. On est presque à égalité avec les Allemands, dans les usines. Sur les petits salaires, mais pas sur les salaires moyens. Pas sur les autres. Or, on sait très bien que pour assurer la montée en gamme, il faut avoir de la qualification et des salaires moyens, voire élevés. Et c'est ça aujourd'hui le péché dans lequel est engoncé notre pays. Voilà, alors aujourd'hui, douche froide à Béthune, Bridgestone qui ferme son usine de production.
plus de 860 salariés. On annonce une conférence de presse de Xavier Bertrand. Si d'aventure Xavier Bertrand s'adressait aux journalistes, vous pourriez le suivre évidemment en direct sur LCI. Mais je voudrais qu'on en vienne au deuxième sujet, qui était notre sujet de départ. C'était même la question aujourd'hui, la question que je posais, la question Twitter. Vous êtes pour ou contre? Alors, autour de la question, il y a un débat. Hein. Est-ce que, comme le disait Bernanos, à chaque fois que la technique avance, les libertés reculent? Ce que ça signifie, c'est que derrière les progrès de la technologie, il y a des idéologies. C'est pas neutre, le progrès technique. Mais sur la 5G, je vous posais la question, puisque c'est le débat du moment, le président de la République en a parlé. Est-ce qu'on doit ralentir, reculer? Votre avis, donc, la 5G, oui. 85% des gens qui ont voté, plus de 600 personnes aujourd'hui sur le compte Twitter. La 5G, non, 6,9%, après un débat national. Alors, on va d'abord, puisqu'on est à charge et à décharge, Rafik Smati, on va d'abord écouter les adversaires de la 5G, François Ruffin, Olivier Faure, Monsieur Dupont-Aignan, Éric Piolle, le maire de Grenoble, pour commencer. La 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Bon, je suis pour le progrès technique, mais là, je dis danger. Vraiment danger. Le progrès technologique n'est pas toujours un progrès pour l'homme. Il faut savoir que la 5G, ça va avoir des conséquences sur l'emploi, ça va avoir des conséquences sur les transports, ça va avoir des conséquences sur notre vie domestique. Donc à partir du moment où on intègre une avancée comme celle-là, il faut se demander quels usages on veut en avoir, qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble? On va juste écouter votre petit coup de gueule aujourd'hui sur Twitter, parce que là, il y a un vrai débat. En fait, vous interpellez les élus de gauche qui viennent de s'exprimer. Vous avez en ce moment une petite musique en France qui vise à dire et à répéter que l'Internet de 5e génération, la 5G, serait dangereux. La 5G, c'est une révolution de l'économie productive. C'est pour ça que quand je vois des élus, notamment de gauche, s'opposer à la 5G, je me dis, ces élus sont complices du chômage de masse de demain. Regardons en face l'avenir. On n'a pas le choix. C'est ça, ou le déclin, et après la décadence. Alors, très fort. Moi, j'ai au moins 4 questions autour de ça. L'utilité de la 5G, la vraie utilité, où elle est? J'entends le maire de Grenoble qui met la politique à un niveau au ras des pâquerettes, si je puis dire, qui dit « j'ai pas besoin de la 5G pour regarder un porno dans un ascenseur ». Mais quelle méconnaissance totale de ce qu'est cette technologie et des enjeux qu'elle porte. La 5G, ce n'est pas aller plus vite sur Internet. Honnêtement, on a tous accès à la 4G sur notre téléphone, pas partout d'ailleurs, et il faudra y remédier. On a accès à la fibre, pas partout, et il faudra y remédier, mais ce n'est pas que aller plus vite. Ce qu'il y a derrière la 4G, c'est ce qu'on appelle les temps de latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre le moment où vous exigez une action et le moment où elle se réalise. Ouais. Ils sont fortement raccourcis dans la 5G. Et donc les applications de la 5G seront assez faibles pour vous et moi en tant que consommateurs, mais elles seront monumentales dans l'économie productive. Ce qui va changer, c'est l'organisation de nos unités de production, c'est la robotisation, c'est l'organisation des moyens de transport. Prenons l'exemple des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, on sait très bien que la sécurité des passagers se joue sur quelques centièmes de seconde, sur quelques millisecondes. Et donc là, on prend vraiment conscience de l'importance de ce que représentent ces temps de latence. Je vous interromps, mais j'ai aussi entendu cet argument sur la médecine à distance. Quel est le rapport ? Quand il s'agira de faire de la chirurgie à distance, parce qu'on a en France aujourd'hui un vrai problème de désertification des campagnes, et c'est un véritable enjeu de notre pays, les fameux déserts médicaux. Beaucoup de nos compatriotes aspirent à vivre ailleurs que dans des villes, mais ils ne peuvent pas le faire pour plein de raisons. Eh bien, quand il s'agira de procéder à des interventions chirurgicales en faisant appel aux meilleurs spécialistes de notre pays en matière de chirurgie, mais qui ne seront pas physiquement sur place, eh bien vous aurez la possibilité de vous faire soigner dans votre hôpital de campagne par le meilleur chirurgien de Bordeaux, de Marseille ou de Paris. Rapidement, 2 autres questions. Santé publique, est-ce que les ondes sont dangereuses pour la santé? Est-ce que ça a été démontré? Écoutez, la Corée du Nord a basculé sur la 5G il y a plus d'1 an. La Corée du Nord La Corée du Sud, pardon. Du Sud, vous avez raison. La Corée du Nord, on est à peine au Minitel. Non, vous avez raison. Même pas. La Corée du Sud a basculé sur la 5G il y a plus d'1 an. Il n'y a pas d'épidémie de cancer du cerveau en Corée du Sud. La France n'évolue pas toute seule dans un environnement. Le monde entier est en train de basculer, à basculer sur la 5G. Donc, observons, ne soyons pas naïfs, ne vouons pas un culte infini à la science, soyons lucides.
Mais surtout, et c'est ça qui est important, donnons le bénéfice du doute à la science. Nous sommes le pays de Pasteur, nous sommes le pays de l'innovation. On ne peut pas être le seul pays du monde où on ne veut pas se vacciner et où on ne veut pas de la 5G. C'est pas possible. Cherchez sur Internet d'ailleurs la carte européenne d'installation de la 5G. Vous allez voir au milieu, il y a une espèce de désert de la 5G, c'est la France. Dernier point, Rafik Smati, l'emploi. François Ruffin dit ça va détruire des emplois. Mais François Ruffin est le complice et l'artisan du chômage de masse de demain. François Ruffin est en train de préparer les gilets jaunes dans 20 ans ou dans 30 ans. Quand l'économie française, quand l'industrie française sera anéantie par les autres industries qui se seront rendues plus compétitives. On parlait pendant toute cette émission, Pascal Perry, de compétitivité. Ouais. Eh bien, si nous avons ce déficit de compétitivité, parce qu'on aura sauté une révolution industrielle, parce qu'on l'aura loupé, eh bien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous savez, vous parlez dans votre émission au moins une fois par semaine des GAFA et de la manière dont elles se sont rendues omnipotentes et dont elles déterminent et dont elles ont droit de vie et de mort quasiment sur nos vies. Eh bien, si on passe à côté de la révolution 5G, eh bien, ça sera ce phénomène-là multiplié par 10. Donc, de deux choses l'une, soit on veut se soumettre, soit on veut être passif, discuter du sexe des anges, créer des commissions, débattre, et on perdra. Soit, pour une fois, nous renouons avec ce qu'a été la France dans le passé, c'est-à-dire cette nation des Lumières qui est pro-science, qui est pro-technologie, pro-innovation. Et dans ce cas-là, nous avons une chance d'embrasser la 4e révolution industrielle et d'amener nos compatriotes à la prospérité. Merci beaucoup Rafik Smati d'être venu dans Périscope.